6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, en dehors de la zone 51, sous une escorte policière d'ampleur au petit matin, Mon cœur battait à tout rompre. Il y avait des flics partout. J'avais peur de filmer ça. C'est ce que j'ai vu de plus proche d'une soucoupe volante. au pays de la comtesse Dracula, quelque chose s'agite. C'est comme si on avait actionné la commande d'autodestruction. Et l'ingénieur Matt Kuchar fait exploser du TNT pour étudier des masses jaunes potentiellement mortelles. Est-ce que c'est artificiel, chimique, organique? On n'en a aucune idée. Des phénomènes bizarres, des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Deux habitants surprennent une conversation entre policiers et quelques heures plus tard, ils filment ces images. C'est un vaisseau spatial. Ça avait une forme circulaire et c'était recouvert d'une housse blanche. Ça vient d'un autre monde. La zone 51 a-t-elle enfin été mise à nu? Il y avait des flics partout. J'ai eu très peur. Ça sent le top secret à plein nez. Le désert de Mojave, en Californie, s'étend de Los Angeles au Nevada sur 130 000 km². C'est au cœur de ces terres arides que se trouve la base aérienne militaire Edwards et son centre d'opération classé top secret, la zone 51. C'est assez étrange. C'est complètement désertique. Il y a beaucoup d'espace ouvert. Il y a très peu de monde. Nous sommes le 30 mai 2012. Il est tard. Deux amis, Jeff Kurse et Jason Moyer, s'arrêtent à une station-service à 30 km de la base aérienne Edwards. J'ai surpris une conversation entre deux patrouilleurs d'autoroute. Ils avaient l'air bien mystérieux. Ils ont dit qu'ils devaient déplacer quelque chose à 1h30, et c'était vraiment louche. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien déplacer à 1h30 du matin? Les deux amis se garent à bonne distance de la route, éteignent les phares, se cachent et attendent. À 2 heures du matin, en pleine nuit, un lourd dispositif de sécurité fait brusquement irruption. Mec, t'es pas du tout discret. Mais si! Tiens-moi ça, je filme. Lâche pas. Je voulais pas qu'on se fasse pincer avec les caméras. Mon cœur battait à tout rompre. Il y avait des flics partout. J'avais peur de filmer ça. Mais cette peur n'était rien comparée à celle qu'ils ont eue en voyant l'objet escorté. C'est un vaisseau spatial. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était évident. C'était une affaire gouvernementale. Cet incident a eu lieu hors du périmètre de la zone 51. Jeff a sa théorie. Quelque chose s'est craché et il le transporte vers une autre base. Ces images laissent les experts sans voix. On est au beau milieu de la nuit et il y a un convoi de police. Qu'est-ce qu'il y a sur cette remorque? C'est une rencontre très spéciale. Vu ce lourd dispositif de sécurité, ils ne veulent pas qu'on s'approche de cette chose. Ces images tombent entre les mains de Lindsay Moran. Cet ex-agent secret de la CIA connaît bien ces camouflages de haut niveau. Ça fait des décennies que des théoriciens du complot pensent que le gouvernement américain possède la technologie extraterrestre. Ils sont convaincus que cette technologie est entreposée à la base militaire la plus secrète, la zone 51. Mais jusqu'en 2013, l'armée américaine niait l'existence même d'une zone 51.
La date à laquelle ça a été filmé est étrange, car c'était en 2012. Le 23 juin 2013, une demande relative à la loi pour la liberté d'information a révélé que la base Edwards contrôlait aussi la zone 51. Si le gouvernement savait qu'il devrait révéler l'existence et l'emplacement de la zone 51 et qu'il possédait la technologie extraterrestre, c'était peut-être le moment idéal pour déplacer cette chose. Quelle que soit la nature et l'origine de cet objet, pourquoi était-il déplacé sous escorte policière dans les profondeurs de la nuit? Le fait de déplacer une chose aussi secrète aux yeux de tous sur une remorque, ça semble grotesque. Était-ce un cas de force majeure? Y avait-il eu un problème dans la zone 51? Il existe une théorie récurrente. Les agences gouvernementales auraient sciemment nourri des rumeurs disant qu'elles auraient capturé un vaisseau extraterrestre afin de dissimuler leur propre appareil expérimental. C'est ce que j'ai vu de plus proche d'une soucoupe volante. Celle qu'on voit dans tous les films de science-fiction. Si l'opinion pense qu'il y a un ovni ou une sorte de technologie extraterrestre, ça pourrait détourner son attention d'une technologie controversée, top secrète, que le gouvernement ne veut pas révéler. L'absence de bâche signifie-t-elle que l'agence qui dirige la zone 51 veut que ce vaisseau soit vu? Des documents déclassifiés révèlent comment, dans les années 80, le chasseur d'ovnis Paul Bennewitz est tombé sur un projet d'opération secrète, tout comme Jeff Kurtz et Jason Moyer. De peur que Paul Bennewitz ne révèle l'existence d'un hélicoptère furtif top secret, il a été visé par une opération de diversion. Un agent de l'armée de l'air, Richard Doty, a fourni à Paul Bennewitz de faux documents prouvant qu'une invasion extraterrestre était imminente. Il y a cru dur comme fer et a publié l'histoire. Il a dit à toute la communauté ufologique qu'une invasion se préparait. Le plan a fonctionné et a détourné l'attention de Paul Bennewitz du programme Top Secret, puis a fini par le conduire à une dépression nerveuse. Il était obsédé par l'idée d'une invasion extraterrestre imminente, et ça a fini par le rendre fou. Il a dû être interné et a perdu toute crédibilité. C'était l'exemple type d'une manœuvre de diversion opérée par l'armée de l'air. Jeff Kurtz et Jason Moyer sont-ils les nouveaux pions innocents dans un autre programme sinistre de diversion de la part du gouvernement? Il ne se soucie pas du tout du bien-être des individus embarqués dans ces histoires. Il faut se demander si ces deux témoins sont utilisés de la même manière. Mais Jeff Kurtz et Jason Moyer sont convaincus de ce qu'ils ont vu. Je crois vraiment que le gouvernement possède la technologie extraterrestre et qu'il a un appareil doté de rétro-ingénierie. Il existe une vie extraterrestre quelque part. On n'est pas seul. Quelle que soit son origine, un analyste militaire examine la forme de l'appareil pour trouver d'autres indices. On voit clairement des méplats sur le côté de l'appareil, sur lesquels on pourrait fixer des ailes. Il n'est pas rare de retirer ou de rabattre les ailes pour faciliter le transport. Donc je crois que cet objet a des ailes. Qu'il ait des ailes ou pas, il y a quelque chose qui cloche sur ce mystérieux engin. Le profil de cet objet ne colle pas avec les drones de combat en service actuellement. C'est plutôt effrayant. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, dès le 11 avril 19h30, à Canal D. En Californie, 2 habitants filment les images d'un engin non identifié escorté au beau milieu de la nuit, près de la zone 51. Cette chose n'a aucun moteur visible d'une technologie qu'on possède actuellement. Carlo Munoz, analyste du renseignement militaire, se demande s'il pourrait s'agir d'une nouveauté dans l'arsenal américain contrôlé par une intelligence non humaine. Ça ressemble à quelque chose qui a été testé par la marine américaine en 2011. Le drone Northrop Grumman X-47B sans ses ailes. Quand Carlo Munoz compare les 2 images, il n'a aucun doute.
L'engin sur la remorque est un drone XB-47. Le XB-47 propulse la technologie des drones dans une nouvelle ère. Contrairement au Predator, il n'a pas besoin de pilote basé au sol. Il est autonome et intelligent. Il est assez intelligent pour atterrir sur un porte-avions, assez robuste pour survivre en mer, et sa soute à bombe est assez grande pour larguer des armes. Cet engin robotique fait de la science-fiction une réalité. Un tueur doté d'une intelligence artificielle à l'affût, dans les airs, capable d'éliminer des cibles sans intervention humaine. Mais l'invention d'une nouvelle génération de robots tueurs à intelligence artificielle annonce un avenir que beaucoup redoutent, plus proche de la réalité. Il n'y a personne aux commandes. Donc si le programme du drone rencontre un problème, on court à la catastrophe. Ils peuvent être piratés par l'ennemi. Une fois que l'ennemi s'empare de l'appareil, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive dans la zone 51, l'existence de cet appareil insolite est indéniable. Les événements étranges de cette nuit-là laissent Jason Moyer et Jeff Kurz perplexes. À chaque fois que je passe devant cette station-service, j'y pense. À chaque fois. C'était une nuit dingue. Cette chose était spectaculaire. Tout de suite. C'est une plage tout à fait normale. Et le lendemain, elle est recouverte d'objets inconnus des scientifiques et que personne n'ose toucher. Ce qui fait peur, c'est qu'on ignore d'où ça vient. Qui sait ce que la marée a pu amener? Est-ce que c'est organique ou synthétique? Toxique ou inoffensif? Selon une théorie, ces masses sont une forme d'arme. Ces trucs sont volatiles et potentiellement explosifs et dangereux. Nous sommes dans le nord de la France, connu pour ses vastes plages de sable immaculé. 18 juillet 2017. Un habitant, Thomas Amberger, se promène sur la plage quand il aperçoit une chose étrange. J'arrive sur la plage, je découvre ça, c'est... Waouh, des quantités astronomiques. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment ça va finir tout ça? Un jour, il n'y a rien, et tout à coup, c'est une invasion de masses jaunes. Des milliers de masses jaunes étranges parsèment le sable sur une trentaine de kilomètres. Nul ne sait d'où elles viennent ou ce qu'elles sont. Tout sur cette substance est déconcertant. Est-ce que c'est artificiel, chimique, organique? On n'en a aucune idée. Je ne sais pas si c'est prudent de la ramasser et de la toucher. Les images parviennent à Daniel Davis, ancien colonel de l'armée. Il reconnaît cette plage qui a joué un rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale. Il se demande si ces masses jaunes ne seraient pas les restes mortels de redoutables engins explosifs. Ces plages fortifiées, connues sous le nom de murs de l'Atlantique, servaient de ligne de démarcation entre l'Europe occupée par les nazis et le monde libre. C'est le mur imprenable dressé par les Allemands. Un mur d'obstacles et de moyens de défense qui a empêché l'Occident de les attaquer. Les Allemands y ont entreposé des milliers de tonnes de munitions, car c'est le point le plus proche de la Grande-Bretagne. Ils pensaient que les Alliés les attaqueraient par ce côté, mais les Alliés ont débarqué 160 km plus au sud, en Normandie, ce qui a contraint les Allemands à abandonner cette énorme cache d'armes. Les habitants craignent que ces munitions ne reviennent les hanter. Plus de 300 000 tonnes de munitions conventionnelles et chimiques ont été jetées à la mer. Il est possible que quelque chose se soit rompu. Et 70 ans plus tard, ça remonte à la surface en se mélangeant avec Dieu sait quoi. Durant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des munitions étaient constituées de TNT hautement combustible. Selon le chimiste Ken Henson, c'est ce qui pourrait s'être échoué sur ces plages. Les produits chimiques comme le TNT sont très explosifs. Habituellement, ils sont de couleur jaune. Manipuler du TNT a des effets secondaires mortels. On l'a découvert quand les fabricants de munitions ont été touchés par un phénomène étrange.
Les Canary Girls étaient des préparatrices d'obus pendant la Première Guerre mondiale. On leur a donné ce surnom car le contact prolongé avec le TNT colorait leur peau en jaune. Au fil du temps, elles ont contracté une jaunisse toxique et beaucoup en sont mortes. Comme c'est une plage publique, il faut avant tout savoir si ces sphères sont toxiques ou mortelles. Ces bombes, ces balles et autres munitions peuvent se décomposer avec le temps et être très instables. Ces sinistres masses jaunes prouveraient-elles la présence d'une immense réserve sous-marine de TNT instable et toxique? Matt Kutcher est ingénieur spécialiste en pyrotechnie et armement. Pour lui, ces masses jaunes ont l'air trop décomposées pour être du TNT actif. Il soupçonne au contraire que ce soit du TNT ayant déjà explosé sous l'eau. Pour le découvrir, il organise un test pour voir s'il peut utiliser du TNT pour recréer ces masses jaunes. Je veux découvrir si ces masses pourraient être les restes d'une explosion sous-marine. Matt Kutcher installe un réservoir en plastique renforcé contenant 1,5 kg de TNT. Il ajoute ensuite 380 litres d'eau. Le réservoir en plastique va recueillir tous les débris laissés par l'explosif. On pourra regarder aux alentours et à l'intérieur pour voir ce qu'il reste de l'explosion. Le baril est rempli. Il est temps de passer à la pratique. Ok, c'est parti. Il relie la charge explosive au tableau de détonation. 3, 2, 1, vas-y! Ça, c'est une explosion. La puissante explosion propulse un panache d'eau de 30 mètres dans les airs et déchiquette le baril en plastique. On va voir ce qui reste. Dans le réservoir décomposé, l'ingénieur repère une couche de débris, mais ils ne sont pas jaunes. C'est le plastique du cordon détonant. Mis à part l'enveloppe plastique qui entourait l'explosif, il n'y a pas d'autres résidus dans le baril. Tout a été carbonisé dans l'explosion. Malgré ce joli spectacle, ce n'est clairement pas ce qui s'est échoué sur la plage. Ce sont les restes d'autre chose. Cette enquête prend une tournure insolite. Ces étranges masses seraient-elles ce qu'on appelle de l'or flottant, qui vaut des millions de dollars? Ce truc est beau, cher et il a des origines très bizarres. Ça sort des fesses d'un cachalot. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Dès le 10 avril, 19h30, à Canal D. Des milliers de masses jaunes non identifiées ont envahi une plage française. Habitants et experts ont du mal à comprendre ce que c'est. Mais Danny Washington, biologiste de la vie marine, connaît une substance qui y ressemble parfaitement. Compte tenu des preuves, la couleur de la substance ressemble à de l'ambre gris, de l'or flottant. Ce truc est beau, cher et il a des origines très bizarres. Ça sort des fesses d'un cachalot. L'ambre gris est un sous-produit issu de l'appétit vorace des cachalots pour les poissons et fruits de mer. Le régime alimentaire d'un cachalot repose principalement sur les céphalopodes, ou les calamars, dont il raffole. Le problème, c'est que les calamars ont des parties dures, comme le bec. Les scientifiques considèrent le bec des calamars comme une merveille du génie biologique. Situé entre ces deux tentacules, il est plus dur que n'importe quel métal ou polymère. Il peut être gros comme mon poignet. Les baleines produisent une substance, une sorte de revêtement cireux qui recouvre tous ces becs. Puis c'est compressé et elles l'éjectent de leur corps. Quand l'ambre gris ou l'or flottant arrive à la surface, il est exposé aux rayons du soleil, ce qui le décolore et lui donne une couleur proche de celle des masses jaunes vues sur les images. L'ambre gris produit une odeur musquée très prisée, pour laquelle les parfumeurs payent une fortune. Si cette ville a de l'ambre gris sur son littoral, elle a touché le gros lot. Quelques kilos de cette substance valent des milliers de dollars.
Mais le chimiste Ken Henson pense que ces masses sont trop brillantes pour être de l'ambre gris et que ce jaune éclatant est artificiel. Cette couleur ne fait pas partie du règne naturel. Les enquêteurs qui analysent les images cherchent des réponses au-delà de la plage, dans l'océan. Ces plages entourent les routes maritimes les plus empruntées de la planète, qui représentent un quart du trafic mondial. Est-ce que ça a été déversé par un bateau? J'ai peur que ça ne menace la santé publique. L'homme qui a fait cette découverte a le courage d'en toucher une. C'est assez visqueux, ça glisse même un peu sur la peau. On sent une matière grasse, par une odeur assez forte, une odeur toxique. Cette odeur toxique et cette texture visqueuse suggèrent une autre possibilité à Ken Henson. Cette substance serait-elle de la cire de paraffine? La paraffine est un matériau hydrophobe qui ne supporte pas le contact de l'eau. Quand on jette de la paraffine liquide dans l'eau, elle se solidifie et génère ces masses jaunes. La cire de paraffine est utilisée pour les soins esthétiques, pour faire des bougies et comme lubrifiant. S'il s'agit de cette substance, comment une telle quantité a-t-elle atterri sur la plage? La paraffine est aussi un composant du pétrole brut. Elle peut encrasser les cuves de stockage et les tuyaux des pétroliers, ce qui augmente le coût du transport. Un capitaine peu scrupuleux a pu déverser cette substance près du littoral et elle s'est échouée en grande quantité sur la plage. Mais sans rapport officiel, on ne peut que deviner l'origine de ces masses jaunes et leurs conséquences. Ça peut pénétrer dans la chaîne alimentaire et dans notre nourriture. Tout de suite, une vision étrange qui défie la nature. Ces chiens sont bleu clair. Je n'ai jamais vu un animal de cette couleur. J'ai vu des labradors noirs, des golden retrievers, mais jamais de chiens bleus et galeux. Les enquêteurs craignent que ces chiens ne subissent une mutation bizarre. Des mutations génétiques qui changent la couleur, ça arrive. Les produits chimiques peuvent avoir des effets étranges sur les animaux. Si ça fait ça aux chiens, qu'en est-il de la population locale? Bombay, en Inde, patrie des films de Bollywood, et 12e ville la plus puissante au monde. Mais Bombay a un côté sombre. La moitié de la population vit dans la misère et fait les poubelles pour trouver à manger, aux côtés de 90 000 chiens errants rien que dans cette ville. 11 août 2017. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Un chien bleu clair, puis d'autres chiens bleus. La vision de ces arrière-trains bleu pastel choque et laisse perplexes les scientifiques à travers le monde. Qu'est-ce qui a coloré ces chiens? Dans la culture hindoue, la couleur bleu pastel de ces chiens est la teinte de nombreux dieux, dont Kali, déesse de la mort. Certains habitants ont peur que l'étrange couleur bleue de ces chiens ne soit porteuse de malheur. Je suis sûre que beaucoup de gens se demandaient s'il s'agissait d'un présage et s'il fallait prendre soin de ces chiens à cause de leur couleur bleue. Ces chiens auraient-ils malencontreusement inhalé ou ingéré quelque chose qui leur a donné le blues? Les scientifiques connaissent une substance qui, si elle est consommée régulièrement, peut fortement altérer la couleur de la peau. Ces utilisateurs jurent que l'argent est bon pour la santé s'il est ingéré en minuscules particules. L'argent colloïdal. Les études médicales n'ont démontré aucun bénéfice. Beaucoup de gens croient que manger et boire de l'argent colloïdal aide à traiter et à prévenir les maladies. En 2007, des rapports ont montré que Paul Carasson, un habitant de l'Oregon, est devenu bleu après avoir ingéré de l'argent colloïdal comme complément alimentaire pendant plus de 10 ans. Il buvait des ions d'argent dans de l'eau tous les jours. J'ignore si ça a amélioré sa santé, mais sa peau est devenue bleue. Vraiment bleue. D'autres personnes, comme Stan Jones, un politicien du Montana, lui ont emboîté le pas. L'argent a des propriétés antibactériennes et figurait parmi les médicaments vendus sans ordonnance
jusqu'en 1999. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux l'a retiré du marché à cause de la décoloration cutanée qu'il provoquait. Il pénètre dans l'organisme, dans la circulation sanguine, pour finir sur la peau, d'où cette coloration bleue. Ces chiens auraient-ils trouvé une flaque remplie d'argent colloïdal? Le bazar de Zaveri à Bombay compte 30 000 artisans qui réalisent des bijoux souvent dans la rue. Mais la fusion et le moulage artisanaux de l'argent peuvent laisser des résidus. Ils n'ont même pas besoin de le manger. S'il y a un flot de particules d'argent dans l'air, est-ce qu'elles peuvent pénétrer dans leur peau? Est-ce que cela expliquerait ce qu'on voit? Mais le journaliste Joshua Rapp repère une faille en comparant la couleur de ces chiens au bleu apparu sur la peau des humains comme Paul Carasone. Les cheveux de Paul Carasone n'ont pas été touchés. Sur ces chiens, c'est l'inverse. Leurs poils sont bleus. Je ne crois pas qu'ils aient ingéré de l'argent. L'ex-agent de la CIA, Lindsay Moran, analyse les séquences image par image et repère un indice en arrière-plan. Quand on examine la vidéo, on remarque que ces chiens se trouvent essentiellement dans une zone industrielle. C'est certainement causé par la pollution, et c'est nocif, sans aucun doute. Il y a deux individus qui pointent vers eux. Couche-toi, c'est un hold-up. Je vois mon coffre-fort qui est tout défoncé. Ils sont partis avec 854 000 $. Ça faisait un peu hollywoodien. Voleur en série, vendredi 20h à Canal D. Des chiens bleus errent dans les rues de Bombay en Inde, ce qui alarme les experts. Les images sont envoyées aux autorités de la ville pour être analysées. Elles confirment que ces chiens ont été filmés à Taloja, un pôle industriel à la périphérie de Bombay, qui abrite près d'1 millier d'usines pharmaceutiques et chimiques. Ces chiens ont dû virer au bleu à cause de ces déchets. Primo, que sont ces produits chimiques? Et secondo, ces chiens sont-ils en danger? Les produits chimiques peuvent avoir des effets étranges sur les animaux. Le comportement des chiens devient imprévisible et violent. Est-ce que ça a affecté la vie là-bas et entraîné des mutations qui ont donné ce qu'on voit? Si ça fait ça aux chiens, qu'en est-il de la population locale? Les autorités identifient un colorant de textile bleu dans une rivière locale, ce qui les conduit à une usine voisine qu'ils décident de fermer. Ils nettoient les chiens qui n'ont pas l'air d'être malades. Mais beaucoup craignent encore que Kali, déesse de la mort, n'ait lancé un terrible avertissement. Tout de suite, un rayon de soleil qui part dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il se passe? Certains croient à un miracle ou à un message divin. Ça a l'air biblique. D'autres redoutent un rayon mortel à la Star Wars en lien avec les nazis. Ce genre d'arme peut brûler des villes entières. « 29 décembre 2015. Salta, une ville du nord-ouest de l'Argentine. Tous les regards sont tournés vers le ciel. Cette vidéo est cool, car c'est l'inverse de ce qu'on voit habituellement. Ces beaux rayons de lumière quittent le sol pour s'élever dans les cieux. Quelle est l'origine de ce faisceau lumineux gigantesque et intense? Au départ, les experts supposent que c'est le soleil qui brille derrière l'horizon. Jusqu'à ce que la caméra révèle le soleil dans le ciel, derrière une épaisse couche de nuages. On a un énorme faisceau lumineux. Si ce n'est pas le soleil, qu'est-ce que c'est? Carlo Muñoz, analyste du renseignement militaire, ne voit pas ce qui pourrait créer une lumière aussi intense depuis le sol. Il pense que cela vient du cosmos et se focalise sur l'horizon pour une raison effrayante. Ce faisceau lumineux concentré arrive droit du ciel et se dirige vers une cible inconnue au sol. Quoi que ce soit, ça n'augure rien de bon. Carlo Muñoz craint que ce soit une arme de Star Wars, employée dans l'espace, imaginée par le régime le plus démoniaque de l'histoire. Ça me fait penser à un programme dirigé par l'Allemagne nazie, qui a eu une idée complètement folle, un gigantesque pistolet solaire. En Argentine,
un rayon de lumière fulgurant et sinistre transperce l'horizon. Beaucoup de scientifiques nazis se sont réfugiés ici après la guerre. Et certains ont continué à travailler sur des projets démoniaques. Les nazis cherchaient le moindre avantage sur le champ de bataille pour triompher de leurs ennemis. Hermann Oberth, un scientifique allemand, a eu une idée folle. Un gigantesque pistolet solaire. Hermann Oberth prévoyait de lancer un réflecteur parabolique de 8 km², ce qui équivaut à 1000 terrains de football, sur un satellite au-dessus de la planète, pour orienter les rayons du Soleil vers un point spécifique de la Terre. Le scientifique avait prédit que son pistolet solaire pourrait faire bouillir des sections de l'océan et brûler des villes entières. Il peut concentrer une énorme quantité de lumière et embraser une cible spécifique au sol depuis l'espace. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de scientifiques nazis ont poursuivi leurs travaux expérimentaux, dont certains étaient financés par le gouvernement américain. Et maintenant, on a ces étranges images d'un faisceau intense dans le ciel argentin. Ce genre d'arme détruit des armées et brûle des villes entières avec une quantité énorme de lumière et une chaleur dirigée sur une cible particulière. Ce qu'on voit sur cette vidéo y ressemble. Le pistolet solaire expliquerait pourquoi ce rayon de lumière s'intensifie à mesure qu'il se rapproche du sol et pourquoi il n'a pas l'air de provenir directement du Soleil. Mais un miroir parabolique pourrait-il vraiment être transformé en arme meurtrière? Pour examiner la force d'un tel engin, l'ingénieur Matt Kutcher met au point une expérience. On a tous conscience de la puissance du Soleil, mais s'il est dirigé sur un élément, quel dommage peut-il causer? De quoi est-il capable? La lumière du Soleil est constituée de 54% de rayons infrarouges, que le miroir parabolique concentre sur un seul point chaud. Matt Kutcher et son collègue Chris Reynolds utilisent une machine à fumer pour localiser le point exact où les rayons déviés convergent en une seule zone incandescente. Il est là. Et voilà, parfait. Tu le vois? Voyons ce que ça peut générer. Le réflecteur de Matt Kutcher fait un demi-mètre carré et concentre 1800 watts d'énergie en un seul point. La chaleur générée par le réflecteur pourrait faire bouillir 24 centilitres d'eau en 20 secondes. Un dispositif qui représente 1000 terrains de football pourrait générer 30 milliards de watts, l'équivalent de 52 centrales nucléaires. C'est hallucinant. On peut prendre un réflecteur transportable par une seule personne. Celui-là peut générer tellement d'énergie qu'il peut enflammer un morceau de bois. C'est une quantité d'énergie concentrée. Ça peut devenir une arme. Mais si ce faisceau de lumière concentrée observé en Argentine était un rayon mortel incandescent, on aurait déjà assisté à ses effets dévastateurs. Pour la météorologue Angela Fritz, cette apparition ne serait pas artificielle, mais un phénomène atmosphérique rare. C'est un formidable exemple d'un phénomène optique que j'aime par-dessus tout, appelé rayon anticrépusculaire. Un rayon anticrépusculaire semble provenir du sol, mais c'est un spectacle rare qui se produit quand les nuages font office d'entonnoir et concentrent les rayons du Soleil en un seul point sur la surface de la Terre. Si les nuages sont dans une position bien spécifique, la lumière peut converger en un point de l'horizon. C'est une vraie illusion optique. On croit que la lumière provient de l'horizon, mais c'est bien du Soleil. Je ne m'attendais pas à un tel phénomène atmosphérique. C'est extraordinaire. Tout de suite, une agréable promenade dans les montagnes tourne au désastre. L'enfer se déchaîne. Des touristes sont écrasés dans leur voiture. La forêt commence à s'effondrer tout autour d'eux, derrière eux, sur eux. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Il y a des arbres partout. Ces arbres belliqueux déconcertent les experts. Je n'ai jamais vu autant d'arbres tomber à l'unisson.
Ces intrus humains ont-ils mis en colère un vieil esprit de la forêt? C'était une sorte de vengeance. Nous sommes en Slovaquie. Ces forêts abritent les châteaux médiévaux les plus étranges, les plus terrifiants et les plus menaçants. L'un d'eux, le château de Čakyté, est la demeure d'une noble sanguinaire, plus connue sous le nom de la comtesse Dracula. Mai 2014. Un couple de Russes en vacances part explorer les montagnes peuplées d'arbres. Soudain, quelque chose s'agite dans ces forêts denses et anciennes. On a entendu un terrible craquement. La forêt les attaque. Ils font demi-tour pour fuir ce carnage, mais des arbres tombent derrière leurs vannes. Les voilà pris au piège. La pire chose qui pouvait arriver, c'était que des arbres nous tombent sur la tête. Tout ce que je ressentais, c'était la peur qui m'envahissait. Chacun de ces arbres pèse dans les 900 kilos, le poids de 2 grands pianos. La voiture était complètement écrasée. Après sa fuite miraculeuse, le couple poste les images sur Internet. Les arbres tombent comme des dominos. C'est comme si on avait actionné la commande d'autodestruction. C'est vraiment étrange qu'ils tombent comme ça, sans raison apparente, à ce moment précis. Dès le 10 avril, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Canal D, tout découvrir. Sur les terres de la comtesse Dracula, les arbres passent à l'attaque. Les arbres ne tombent pas tout seuls. Les enquêteurs ont du mal à comprendre pourquoi ces arbres s'écroulent les uns après les autres. La beauté des Carpates dissimule des horreurs du passé. Selon la légende, la comtesse Dracula aurait tué plus de 650 paysannes, puis se serait baignée dans leur sang. Mais les folkloristes savent que ce n'est pas les vampires que les habitants craignent le plus. Liechi est le protecteur de la forêt. Et si vous manquez de respect à son territoire, il s'en prend à vous. Liechi, le lanceur d'arbres, est craint dans toute l'Europe de l'Est, car il volerait les enfants et tuerait les humains se promenant dans les bois. La nature lui sert d'arme contre ceux qui le mettent en colère. Liechi a des raisons d'être en colère. Ils ont construit une route dans sa forêt et ils ont abattu ses arbres. À sa place, je serais furieuse. Les images parviennent à Chris Walczek, expert en sciences atmosphériques. Il situe l'incident au nord des Carpates, en Slovaquie. Ce qui le conduit à une autre théorie. La Slovaquie est dans le triangle noir de la pollution en Europe centrale. Le triangle noir se trouve derrière l'ancien rideau de fer. Dans les années 1940, les forces soviétiques ont construit tellement de centrales à charbon et d'usines sidérurgiques que celles-ci ont libéré un terrible tueur venu du ciel, les pluies acides. La pluie acide est dévastatrice. Et j'en ai fait les frais. Elle était tellement puissante qu'elle m'a brûlé les yeux, agressé la peau et a rongé tout ce qui était en métal. Au fil des décennies, la pluie acide a tué des milliers de gens et a détruit 80% des forêts de la région. Toute forme de vie est quasiment impossible dans cet environnement dense et victime de pluie acide. Imaginez un peu, chaque feuille, chaque brindille, brûlée et dissoute. Mais l'effondrement du régime communiste russe remonte à plusieurs décennies, et quand Georges Kourounis examine les images à la recherche de traces de pluie acide, il n'en trouve aucune. En revisionnant la vidéo, les feuilles ne sont pas roussies. Rien ne démontre une exposition prolongée à de fortes quantités de pluie acide. Et ça n'affecterait pas les racines au point de provoquer l'effondrement aussi rapide d'une forêt entière. Ça va au-delà. Angela Fritz vérifie les données météorologiques de 2014
et élabore une nouvelle théorie. Elle découvre qu'avant l'effondrement des arbres, cette zone a connu 8 jours de précipitations, les plus fortes jamais enregistrées. La pluie est peut-être en cause. Le couple conduisait sur une pente et tous les arbres sont tombés dans la même direction. Je m'interroge. En examinant les images, Georges Kourounis remarque que les arbres sont situés dans une pente raide, ce qui les rend vulnérables à l'eau. Vu le poids et la masse de cet arbre, seulement retenu par la boue, ce n'est rien du tout. Donc quand le sol est saturé par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours, le système racinaire devient inefficace et la gravité prend le relais. Les experts s'accordent à dire que l'explication la plus probable, c'est que le sol gorgé d'eau a délogé tous les arbres en même temps. Mais le couple qui a frôlé la mort ce jour-là reste convaincu qu'il s'agissait du courroux infligé par les dieux de la forêt. Je sais que ce n'était pas accidentel. C'était une sorte de vengeance.